l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Bonjour. On va aussi recevoir un autre Hugues plus tard dans l'émission, Hugues Bissonnette, qui est président de Polestar Canada, pour nous parler des innombrables rabais qu'on donne chez Polestar en ce moment, à croire qu'on va bientôt les donner, on verra. Mais on commence évidemment par une nouvelle qui nous a étonnés cette semaine. Ouais. Une nouvelle camionnette modulable qui s'appelle la Slate et qui risque de brasser l'industrie. Essentiellement, le genre de produit qu'on demande depuis des années, mais qu'aucun manufacturier n'ose proposer, ben là, c'est le cas. Écoute, le manufacturier américain Slate a trouvé le filon, puis en plus, bien financé par Jeff Bezos de Amazon, donc ça aide pas mal. Ouais. On a vu des photos espions de certains véhicules, les petites camionnettes. On parle d'une camionnette abordable qui devrait se vendre en dessous de 20 000 $ américains, pour le moment seulement aux États-Unis, mais on devrait parler du Canada éventuellement si le projet se développe comme il le faut. C'est une camionnette de base avec un moteur électrique en arrière, une simple configuration, deux types de batteries, mais qu'est-ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, modulable, c'est-à-dire qu'avec un ensemble, on peut transformer la camionnette en utilitaire, puis il y a 3 types de formats d'utilitaire. On peut avoir un utilitaire un peu décapoté, un utilitaire coupé, etc. Ouais. Donc, mais c'est minimaliste, là. C'est une cabine 2 places, donc c'est une cabine régulière. Ça donne l'impression d'une caisse d'à peu près 5 pieds et demi, 6 pieds de long. Ah, c'est 5 pieds, ouais. 5 pieds de long, OK. Ouais, donc c'est très petit, c'est très minimaliste. Écoute, il manque juste un single cab, une simple cabine, une petite caisse, il manque juste une 5 vitesses au plancher. Puis, on demande ça dans l'industrie depuis des années, puis les constructeurs se désistent. Oh non, il n'y a plus de marché. Oh, regarde bien ça, comment ça va se faire. Oui, je pense que oui. Puis l'idée, la philosophie en arrière, c'est un peu je vais dire le téléphone clapet, le flip phone de l'industrie, de dire que à l'intérieur, il y a des vitres à manivelle, tu sais, le tableau de bord, c'est complètement dénudé. Tu peux choisir de mettre ton téléphone puis de brancher ça, puis de trouver ta navigation. C'est mettre 99% de la job, c'est suffisant. T'as pas d'écran, essentiellement. Non, exactement. On reste loin des semi-conducteurs, qu'est-ce qui est bon, parce qu'on est on est moins à la merci un peu des fluctuations des fournisseurs, des chaînes d'approvisionnement. Non, puis encore une fois, ton cellulaire, il fait tout aujourd'hui. Pourquoi remettre un deuxième écran? Exactement. Je veux dire, c'est du doublon. Il y a des constructeurs comme Lucid qu'on dit, nous, aux places arrière, on met pas d'écran. Les gens vont arriver avec leur tablette de toute façon. Et tout est installé selon leur setup, etc. Ouais, c'est sûr que Lucid te facture 150 000 $, par exemple. On n'est pas à la même place. Mais c'est pour dire, de toute façon, t'as ta tablette avec tes affaires, tes setups, ta musique, tes films. Ah, moi, je trouve ça fantastique. Et ce genre de produit-là, on veut ça sur le marché. Bien sûr. Et évidemment, ça va être démocratisé par le succès que j'imagine va être au rendez-vous. Et effectivement que bon, ça peut être une camionnette, mais ça peut être un VUS à 2 portières, ça peut être un véhicule de loisir, voyez. Puis il va avoir une espèce de cool factor qui va être associé à ça. C'est évident. Il a un petit look de S10 des années 80. C'est ça. Alors, tu sais, moi, je crois énormément au succès de ce produit-là. Est-ce qu'on va en faire une version de performance qui va s'appeler le Slate Prime? Je sais pas. Colin, t'y as pensé avant de rentrer au studio. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça pourrait connaître énormément de succès. Mais tu vois ce qui se passe avec Dacia en Europe, c'est exactement la même recette. Ouais. Et Dacia cartonne, je veux dire, c'est numéro 3 des ventes en France. Ils ont je sais plus en quelle année, mais ils étaient numéro 1. Ils avaient le modèle le plus vendu en France. Ouais. Et c'est cette recette-là, c'est-à-dire back to basics. C'est pas cher. Il y a pas 36 000 tonnes d'équipement, donc personne n'utilise. Moins de risque de bris. Moins de risque de bris, etc. Et c'est pas cher. Et franchement, ça fait parfaitement la job. Il faudrait qu'on soit capable de vendre ça dans des établissements où on n'aura pas
pas des bâtisses à 25 millions de dollars puis Pour le moment, c'est seulement en ligne comme modèle d'affaires. Il y aura pas de concession Slate, donc ça va être vraiment comme Scout, mais ça prend des points de service. Ça prend des points de service, évidemment, il faut le spécifier. Quelques spécifications, 2 batteries, 241 km d'autonomie, estimé 400 km d'autonomie pour la plus grosse batterie. Un seul moteur, comme j'ai dit tantôt, on parle de 201 chevaux. C'est pas la grosse puissance, mais comme on dit, il y a des propriétaires on en parlait avec le Maverick. C'est pour la majorité des gens qui ont besoin d'un petit peu d'utilité, ça peut être très pratique. Absolument. 1400 livres de charge utile, à peu près 1000 livres de capacité de remorquage. Et ça pèse combien? J'ai pas les données de poids ici, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver là, sur le site probablement. Une affaire que j'ai bien aimé aussi, c'est que Slate a lancé un site qui s'appelle Slate University, et puis c'est tout des tutoriels pour réparer le véhicule, pour ajouter des accessoires, etc. Donc, un peu comme quand on achetait un véhicule dans le temps, on achetait le Haynes, là, le Lee. Ben là, on ramène ce principe-là de dire, on n'essaie pas de t'avoir sur la maintenance, on n'essaie pas de... On pourrait aussi te donner des idées pour faire de l'impression 3D d'accessoires, des trucs de même. C'est une excellente idée. Je pense que c'est un concept, comme tu dis, qui va vraiment pogner. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer. C'est très rafraîchissant de voir ça. L'industrie automobile, elle est dessinée de sorte que les constructeurs automobiles ont juste pas le choix d'augmenter leur prix puis de vendre des véhicules toujours plus chers. Alors, je trouve l'idée de repartir à la base et de trouver une formule pour quand même faire du profit, mais avec des véhicules plus abordables, totalement génial. On est rendu là et il y a personne qui a osé le faire jusqu'à maintenant. Même pas VinFast. VinFast qui avait nous promet un VF6, un VF7 vont être au salon du véhicule électrique prochainement. Mais tu sais, le fameux véhicule à 30 000 $ qu'on nous promet depuis longtemps, que Tesla a pas encore proposé, que tu sais, personne l'a amené encore ce véhicule-là. Fait que bon, là tu me parlais d'un prix sous les 20 000. On s'attend évidemment à ce que ce soit pas ça. Ça va être plus haut, mais ça va être 30 000 canadiens, mais quand même à 30 000 $ canadiens, un véhicule 100% électrique capable de faire 250 km d'autonomie, c'est pas le prix d'une Fiat 500 encore, là. T'sais? Puis on s'entend que ça risque de connaître un peu plus de succès. Parce que même à 25$ par semaine, des Fiat 500, t'en vois pas tant que ça. Bon, on change de territoire, on s'en va en Chine, où on a dévoilé à Shanghai une voiture qui est importante pour le marché américain, mais aussi pour le marché de la Chine, c'est la Lexus ES sur base de Camry. Ouais, la Lexus ES. Répète ça. La Lexus ES. Oui, parfait. On l'a. La Lexus ES. Il y avait trop de S et de X, là. La Lexus ES. Écoute, on n'a pas, tu dis que c'est important aux États-Unis, c'est vrai, puis en Asie, mais chez nous, on en a vendu 142 au Québec, donc on en voit un petit peu moins. Mais la ES 2026, comme tu dis, a été dévoilé. On a le modèle 350H, qui est le modèle hybride, puis ensuite on monte 350E, qui est entièrement électrique, avec un simple moteur, et 500E à double moteur, qui est entièrement électrique également. Donc, une approche complètement différente. Donc, il n'y a plus de modèle à essence traditionnel. Non, exactement. C'est de l'hybride ou du 100% électrique. Exactement. Et il n'y a pas d'hybride rechargeable. C'est un hybride traditionnel, ce que c'est ça, parce qu'on a 350H, donc pas 350H+. C'est ça. Donc, ça devrait être hybride traditionnel, évidemment, pour ce véhicule-là. Donc, modèle à traction pour le 350H. Pour les modèles électriques, on estime l'autonomie à 480 km pour le 350E, qui est à simple moteur. Là, il va falloir voir. Mais quand même, un véhicule qui a un style un petit peu plus audacieux que la ES telle qu'on la connaît, là. Clairement. Après ça, est-ce que cette voiture-là aura le double mandat d'aussi remplacer la IS? Moi, c'est un peu ce qui me fait peur, parce que chez Lexus, on nous a dit qu'on croyait dans le futur des voitures, mais à quel point est-ce qu'on va vouloir aller chercher une clientèle combinée avec ce produit-là, sachant que de toute façon, chez Lexus, l'expertise est plutôt dans le luxe et le confort et non pas dans la sportivité. Alors, j'ai très hâte de voir si on va continuer de mettre des énergies dans la Lexus IS. On n'a pas vu de concept de futur pour cette voiture-là en ce moment. Les points d'interrogation sont dans les airs. Ça, on savait que ça s'en venait.
Cela étant dit, on pourra la voir d'ici quelques semaines lors d'un dévoilement multiple de produits Toyota Lexus du côté du Texas, où je serai présent aussi pour assister au dévoilement du nouveau RAV4. Oui. Mais évidemment que cette voiture-là risque d'aller chercher une clientèle qui veut encore conduire des voitures. Puis évidemment que d'acheter une Lexus électrifiée avec une technologie qui serait convaincante, avec un gros serait au conditionnel, ben ça va permettre peut-être d'aller chercher des clients qui ont acheté des Tesla, ce genre de produits-là, voire même des Polestar, parce que des voitures électriques à prix, j'oserais dire raisonnable, là, ça sera pas, évidemment que ça sera pas 25 000 $, mais on va être sous les 100 000 clairement. Il y en a de moins en moins, là. Ouais. Et il y a certains constructeurs qui ont délaissé littéralement l'idée de l'amener, incluant Volkswagen avec l'ID7. Mais Toyota a appris de ses erreurs aussi, a fait quand même un chemin électrique qui a été un petit peu difficile, on va se le dire, avec les véhicules. On verra ce que ça donnera quand on l'aura entre les mains. Moi, je me permets d'être très critique parce que Toyota a non seulement bousillé son entrée dans le monde de l'électrique, mais a joué avec la confiance de sa clientèle en mettant sur le marché deux produits, en l'occurrence le RZ et le BZ4X, qui valent pas un vieux clou dans le marché de l'occasion, très difficile à revendre et qui ne livrent pas la marchandise. Il y a des consommateurs qui en sont satisfaits. Ouais. Jusqu'au jour où ils vont aller en concession, puis ils vont dire « Hey, tu m'as toujours acheté mon véhicule à bon prix, est-ce qu'on peut faire une autre transaction? » Et là, le concessionnaire va dire non. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le plus gros dommage pour cette marque-là. Remarque, je te dirais qu'il corrige le tir déjà assez rapidement. On n'a pas trop niaisé. Tu sais, si je me fie à ce que Subaru a présenté à New York la semaine passée avec son Solterra modernisé, ben si la technologie est au rendez-vous et si on est finalement capable de livrer la marchandise, ben on aura eu chez Subaru une année modèle de misère pour ensuite arriver avec une solution pour la corriger. Limiter les pertes. Toyota, c'est 2 années modèle. Puis évidemment, l'enjeu du réseau de concessionnaires puis de la réputation de la marque est encore plus fort chez Toyota que chez Subaru, de par le nombre de véhicules qu'on vend chaque année. Mais si cette Lexus-là est capable de livrer la marchandise, ça va être intéressant, d'autant plus qu'on risque de retrouver cette technologie-là dans la Camry d'ici quelques années. Moi, je suis raisonnablement confiant parce que Toyota est un acteur mondial. Ils sont obligés d'être compétitifs sur le marché chinois. C'est d'ailleurs là qu'ils la présentent. Donc, je pense que pour rester compétitifs sur ce marché-là, ils ont fait leur devoir. Tant qu'à moi, je pense que c'est le cas. C'est sûr, quand ils ont présenté leur premier véhicule électrique, ils n'étaient pas encore convaincus de la nécessité de la chose. Je pense qu'il y a eu revirement et que, encore une fois, faut pas juste regarder l'Amérique du Nord, faut regarder le marché. Faut regarder le marché mondial. C'est ce que Toyota fait. Et je pense qu'ils sont capables de faire les corrections rapidement. Mais en même temps, Toyota a commercialisé aussi sur les marchés européens, notamment un BZ3X, qui est un véhicule plus compact. On est arrivé avec d'autres produits électrifiés, sans compter les keycars qui se vendent du côté du Japon. Ouais. Alors, on s'est adapté avec différents modèles électriques selon le marché où on commercialisait. J'oserais dire que c'est en Amérique du Nord où on s'est le plus tiré dans le pied. C'est fort probable. Alors, tu sais, il y a une correction de trajectoire sérieuse à faire et peut-être que ça va passer par ce produit-là qui semble être quand même assez convaincant. Autre véhicule qui a été dévoilé, que moi j'ai pu voir il y a 2 mois du côté de l'Allemagne, c'est le Vision V de Mercedes-Benz. Ouais. On a confirmé le retour d'une... En fait, on ne veut surtout pas appeler ça une fourgonnette, mais à partir du moment où ça ressemble à une fourgonnette et ça a des portes coulissantes, je sais pas comment vous appelez ça. Mais... Moi, j'appelle ça une fourgonnette. Voilà. Et d'autant plus qu'on appelle ça Vision V et on sait que la V chez Mercedes-Benz, c'est la fourgonnette qui est vendue en Europe depuis... Bon, alors appelons un chat un chat. C'est Absolument. Une fourgonnette avec beaucoup de chrome et beaucoup de technologie. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on n'est même pas capable de nous dire si ce véhicule-là est électrifié et qu'est-ce qu'on... En fait, ce concept-là est électrifié, mais on nous dit que le véhicule de production qui va en découler pourra autant être à essence qu'électrique. Et un des éléments qu'il faut regarder quand tu regardes le concept, c'est la hauteur du plancher. Alors, tu grimpes littéralement dans le véhicule, c'est pourquoi il y a un marchepied rétractable.
Et c'est un véhicule à 4 places avec du verre et à coloration électrochimique qui peut être complètement teinté jusqu'à une non-vision complète depuis l'extérieur, où on peut évidemment éclaircir les glaces pour voir complètement. Il y a une paroi qui est repliable entre les sièges avant et l'espace arrière. Il y a un écran de 65 pouces qui peut se déployer avec du 4K pour regarder du cinéma, aller sur YouTube, faire ce que vous voudrez, dans 2 fauteuils qui sont chauffants, massants, ventilés, qu'on peut complètement coucher à plat. Vous pouvez retirer la console centrale, coucher en parallèle les 2 sièges. Donc, si un couple s'installe à l'arrière, ils peuvent dormir ensemble. Il y a un jeu d'échecs en cristal, il y a un bar, il y a tout ce que vous voudrez, tous les jeux de lumière inimaginables que vous allez retrouver là-dedans. Panneaux solaires sur le toit. Évidemment, de multiples éléments de design avec des lumières comme si c'était un arbre de Noël. On a même illuminé les roues, la calandre, l'emblème de capot, la ceinture de caisse, tout ce que vous voudrez. C'est évidemment un show, mais ça donne le ton sur ce qu'on veut faire avec ce produit-là, c'est-à-dire amener un véhicule de transport de grand luxe en Amérique du Nord, ne pas vendre ça comme une fourgonnette, mais bien comme un véhicule de transport de luxe. C'est clair que c'est le marché chinois qui va où le succès va être le plus grand. C'est certain. Mais on va peut-être essayer de tenter de rediriger certaines entreprises, par exemple, pour délaisser un Escalade et s'en aller vers ce produit-là. Bien sûr. Et mon petit doigt me dit que ça va être vendu par Maybach au début et qu'il y aura ensuite des déclinaisons Mercedes-Benz. Déjà, avec le niveau d'équipement dont tu parles, c'est du Maybach. Puis on a déjà vu des maîtrises Maybach aussi. Juste avec le design des roues, avec l'espèce d'image clinquante extérieure, tu sais que c'est du Maybach, même si on ne le confirme pas. Mais on emprunte la calandre en avant comme la EQS qui a eu son petit rafraîchissement là, dans le modèle, qui était seulement un morceau de plastique. Et là, c'est une lumière en arrière de cette calandre-là qui est pas vraie, mais qui fait un semblant de calandre Mercedes-Benz. C'est assez spécial. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai pu le voir circuler, j'ai pu m'installer à l'intérieur. C'est une expérience assez spéciale, mais c'est drôle de voir qu'on a l'intention de ramener ça en Amérique du Nord, de ne pas... Puis on me disait en plus, on veut pas faire l'erreur de Volkswagen avec un ID Buzz qui a un design très générique. Là, je m'excuse des gens de chez Mercedes-Benz, mais je pense que le problème du ID Buzz, c'est pas son design. Ah non. À ce niveau-là, c'est totalement réussi. Par contre, quand je regarde la Vision V, c'est pas beau. Tu sais, fait que et eux me vantaient les mérites. Je trouve que t'es un peu trop nuancé là. mais on me vantait les mérites de la non-fourgonnette parce qu'on avait des formes arrondies, futuristes. C'est une vanne! C'est pas d'autre chose que ça. Vous avez pas mis de porte coulissante du côté du conducteur parce que dans le cas du concept, c'était pas nécessaire. Tu peux mettre autant de chrome que tu veux, ça en reste une vanne. Oui, c'est ça. Alors, mais en même temps, au prix où tu vas essayer de vendre ce machin-là, si t'appelles ça une vanne, c'est vrai que ça a l'air zouf un peu, quoi. Ouais, mais regarde, ils ont essayé de vendre un EQS Maybach à 250 000, puis à ce que je sache, le succès est pas là. On verra ce que ça donnera, mais c'est pas les bonnes idées qui manquent, c'est juste la bonne façon de la vendre. Moi, j'ai très, très hâte de voir comment on va jouer la carte de la commercialisation avec ça. Et si on va l'amener, parce qu'oublie pas un truc, c'est bâti en Europe, là, ça. Alors, est-ce que, considérant les tarifs... En même temps, au prix où ça va être vendu... Et la petitesse du marché, et les acheteurs visés à 25%, ils s'en foutent. Si c'est ça qu'ils veulent, ils l'achèteront. T'as absolument raison. Camionnette Nissan dévoilée à Shanghai également, et ça, c'est une belle surprise parce que la dernière génération du Frontier a mis plus de 15 ans à être renouvelée. On a lancé la nouvelle en 2022 et déjà on parle d'une nouvelle génération. Ouais, on n'a pas beaucoup de détails. C'est la Frontier Pro, hybride rechargeable évidemment. On avait promis tout ça là. Frontier Pro, mais pas 4X. Non, c'est ça. Pro. Seulement Pro. Ça c'est pour le marché asiatique évidemment. Nous on l'aura pas immédiatement. C'est planifié pour 2027 en Asie. Nous en 2028 on devrait l'avoir, mais on en a parlé dans les dernières
semaine chez Nissan, un nouveau chef. On parle d'hybride rechargeable, d'électrique, de véhicules à essence également. On peut-tu commencer à parler à mettre un bon moteur dans un Rogue? Ouais, c'est bon. Commencez par le début, s'il vous plaît. C'est ça. Mais on va en avoir de plus en plus. Des concepts, des véhicules comme ça. Puis ça, c'est du concret. Ça va arriver chez nous éventuellement. Mais c'est une bonne idée. Ouais. Nissan a quand même une bonne réputation dans le monde des camions intermédiaires. Se défend bien, a des véhicules de qualité très acceptables aussi. Et on a été un des premiers à mettre des camionnettes compactes sur le marché à l'échelle mondiale. Ouais. Et on continue de faire du millage sur ce segment-là qui a été longtemps sous-exploité par les Américains. Et là, les Américains reprennent du terrain, évidemment. Ouais. Mais Nissan est un joueur qui abandonne pas dans ce segment-là. Et on n'a pas fait trop d'erreurs. Contrairement au marché de la fourgonnette, par exemple, où à chaque fois, on s'est planté avec des Quest, avec, bon, on nomme-les, là. Ah ouais. Mais ici, Nissan a raison de continuer de mettre des énergies, de trouver des solutions alternatives, de se distinguer de Toyota aussi, parce que, on va être honnête, Toyota a été en réplique à la nouvelle camionnette Frontier et amène des idées qui sont littéralement les mêmes que Nissan. Bon, on vend beaucoup plus de Tacoma que de Frontier, de par la réputation du camion, le nombre de déclinaisons, bon, etc., etc. Mais tu vois que l'idée initiale, elle a été initiée par l'idée initiale a été initiée. Effectivement. Ouais, répète ça. Non, mais remontons aux années 80 quand on a lancé les camions Hustler, qu'on les a mis en 4x4, qu'on a mis des gros pneus là-dessus. C'était natif. C'était une idée de Nissan que Mazda et Toyota et d'autres marques ont copié par la suite. Là. Ouais. Alors, tu sais, de continuer à faire un bout de chemin avec ça, je pense que c'est une bonne idée. Antoine, tu as une petite histoire à nous conter à propos des véhicules VinFast. Ça va pas bien chez VinFast. Les ventes ont été au rendez-vous pendant un certain temps, et particulièrement au Québec, on comprend pourquoi. Mais à partir du 1er février, ça a planté, et pas à peu près. On estime le nombre de véhicules vendus au Québec depuis à environ 40-45 unités. J'ai pas de chiffre exact à vous donner, mais c'est une catastrophe en termes de chiffre de vente pour VinFast au Québec. Et ce que j'ai appris d'une source très sûre, c'est que il y a environ entre 4 et 600 VinFast VF8 millésimés 2025 qui ont été vendus à partir de l'automne jusqu'à maintenant, et certains n'ont pas encore été livrés, qui ont été victimes, entre guillemets, d'un typhon du côté du Vietnam. Ce sont des véhicules qui ont été légèrement inondés. Okay. Alors, il y aurait eu de l'accumulation d'eau au coffre et VinFast a quand même décidé d'acheminer ces véhicules-là du côté du Canada. Ils sont arrivés au port d'Halifax. Il y avait des champignons, de la moisissure dans les véhicules et le mot d'ordre aurait été de les nettoyer dans les règles de l'art avant de les amener aux concessionnaires qui, eux, les vendent. C'était juste un typhon d'eau. C'est juste un typhon d'eau. Je suis bien d'accord. Mais il y a des limites. Il y a des limites à prendre le client. En fait, tu peux pas vendre un véhicule qui a été partiellement inondé, même s'il est nettoyé. Surtout en électrique. Ben, surtout en électrique. Puis t'as beau le garantir, on sait très bien que le jour où ça pète, comment on va le réparer? Puis il y a des marques qui ont de la misère à garder leur câble pas corrodé sans inondation. Puis attention, là on parle pas de contaminants parce que est-ce que ça a été nettoyé vraiment dans les règles de l'art? Alors, c'est très inquiétant. Évidemment, on n'a pas de liste de numéros de série. C'est resté sous silence. C'est à l'interne qu'on a appris ça. Et donc, aujourd'hui, il est possible que si vous avez acheté un VinFast VF8 2025 de première série, vous ayez un véhicule qui a déjà été partiellement inondé. C'est un peu pas mal inquiétant. Autre truc, vous savez que VinFast se vante depuis le jour 1 d'avoir une capacité de remorquage de 4000 livres sur le VF8. Et c'est un incitatif à l'achat pour certaines personnes qui veulent avoir un véhicule qui est capable de remorquer. Mais là, tu te présentes chez le concessionnaire, tu dis, bon, j'achète ça parce que ça peut tirer 4000 km. Et là, tu te fais dire, on n'a pas encore la tâche remorque, ça va arriver sous peu, fait qu'on pourra vous l'installer d'ici quelques semaines, quelques mois. Bon, fait que là, t'attends. Mais, on a dit ça à des gens qui ont acheté des VF8 2023, 2024,
2025 et la tâche remorque n'arrive toujours pas. Alors, qu'ont fait les consommateurs? Ils se sont tournés vers des alternatives, sont allés dans l'après-marché, aller voir un G. Lebeau, par exemple, pour installer un attache-remorque. Et là, ce qu'on se fait dire par VinFast, vous avez installé un attache-remorque ailleurs, votre garantie de tout le système électrique est annulée. Bien sûr. Alors là, évidemment, il y a quand même cette loi qui stipule qu'il faut prouver que l'attache-remorque a causé une défectuosité pour annuler une garantie. Mais le consommateur, lui, là, il s'est fait vendre un véhicule qui pouvait remorquer 4000 livres, ne sachant pas qu'on annulerait la garantie s'il installait une attache-remorque ailleurs, et VinFast ne vend pas d'attache-remorque. Alors, comprenez ceci, la capacité de remorquage d'un VinFast VF8, c'est 0. Ouais, ça, c'est la vérité. Et le jour où VinFast arrivera avec un attache-remorque qu'on peut installer sur le véhicule au concessionnaire, là, ça sera une autre histoire. Mais visiblement, on est en période de prolongation depuis un méchant bout et il n'y a rien qui se passe. Le guide de l'auto. On reçoit aujourd'hui Hugues Bissonnette, qui est président de Polestar Canada. Hugues, merci d'être là encore une fois, parce qu'on s'était parlé il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, lorsque vous aviez lancé une campagne promotionnelle pour attirer les propriétaires de véhicules Tesla. Crédit de 5 000 $, crédit conquête pour tous ceux qui sont propriétaires d'une voiture Tesla, qu'ils la donnent en échange ou pas, là, je pense. Alors, est-ce que ça, c'est toujours valide? C'est toujours valide, puis non seulement c'est valide, mais on a énormément de succès avec cette promotion-là. Je dirais qu'au moment où on se parle, 50% des ventes des 45 derniers jours, c'est des clients Tesla. Wow! Fait que c'est quand même beaucoup de gens qui entrent chez vous pour trouver une alternative, là. C'est ça que tu me dis? C'est un niveau qu'on n'a jamais vu depuis qu'on a lancé la marque au Canada. En fait. OK. Et là, vous arrivez avec un deuxième rabais qui est vraiment un pied de nez à Tesla, encore une fois, parce que je regardais ce matin encore, il n'y a pas de rabais sur une Model 3 équivalent à ça. Ils ont un crédit applicable de 4 000 $ comme vous, mais uniquement sur une des versions, alors que vous, là, c'est du jamais vu, là. Oui, on a évidemment, si tu es propriétaire de Tesla, tu la donnes en échange ou non, tu bénéficies de 5 000, mais par-dessus, on a aussi un rabais pour les clients qui décident de financer de leurs propres moyens, 15 000 par-dessus, donc ça fait 20 000 au total sur une Polestar 2 2025. Fait que une Polestar 2 qui coûte grosso modo 60 000 $, tu viens de sauver 33,3 % du prix. Et ça, c'est avant de mettre le 4 000 $ de crédit du gouvernement. Exact. Donc, le rabais total dépasse les 35 % là. Oh oui, c'est du jamais vu, comme tu as mentionné. Évidemment, la Polestar 2, on sait qu'on a de l'inventaire cette année. C'est l'inventaire qui était pré-tarif. Ouais. Avant que les tarifs chinois soient imposés. J'ai de l'inventaire encore pour une partie de l'année, mais évidemment, il faut que je fasse de la place pour les Polestar 4 qui arrivent cet automne aussi. Ouais, c'est ça. Ceux qui veulent voir la Polestar 4, il y en a déjà une en exposition chez Polestar en ce moment parce que la voiture est exposée. C'est assez étonnant de constater que cette voiture-là est quand même passablement plus volumineuse qu'une Polestar 2 pour une voiture qui va essentiellement avoir un prix d'entrée qui s'en rapproche, là. Oui, le prix d'entrée s'en rapproche, évidemment, mais en termes de gabarit, on se rapproche beaucoup de la Polestar 3 au niveau de l'empattement du véhicule, la longueur, la largeur. C'est un véhicule qui est imposant. Bon, actuellement, vous avez donc ce 20 000 de rabais, puis là, on comprend qu'il faut trouver du financement maison ou un financement alternatif, du moins, pour pouvoir bénéficier de ce 15 000 $-là, donc ne s'applique pas à une location. Mais j'imagine que même le dépositaire Polestar est en mesure de trouver des sources de financement alternatives pour un consommateur. Absolument. Les banques traditionnelles ont déjà des taux qui sont quand même intéressants pour les Polestar, sans aucun doute. J'ai 2 questions pour toi.
Est-ce qu'on va se reparler le mois prochain, puis vous allez rajouter un autre 10 000, puis on pourrait espérer éventuellement que cette voiture-là coûte moins cher qu'une Fiat 500, ou on a pas mal atteint ce que vous étiez capable de faire? On a atteint le plafond. On peut pas rentrer dans un Polestar puis négocier pour quelque chose. C'est ça. Parce qu'évidemment, là, avec ce genre de rabais-là, si tu te mets à calculer réellement, tu as une Polestar 2 au prix d'une Jetta, là. C'est littéralement ça. Là. Oui, puis je suis pas certain encore que, évidemment, c'est le rabais est là. Vous en parlez aujourd'hui, mais c'est de le diffuser aussi. Les gens le savent, mais le prix de location est mis de l'avant aussi. On a un single motor qu'on peut louer pour 4,99 par mois au Québec, avec zéro comptant si tu inclus le rabais gouvernemental. Le rabais gouvernemental. C'est le message qui est mis de l'avant, mais le 20 000, qui est important aussi. Je pense qu'on a quelque chose qui est intéressant ici aussi. Alors là, la question peut-être un peu plus délicate, c'est sûr que le consommateur qui a payé le plein prix pour cette voiture-là il y a 1 an, il y a 2 ans, il voit une dévaluation, là. Comment est-ce que vous expliquez ça à votre consommateur? Ben, je pense qu'au niveau on commence à avoir des retours de location au moment où on se parle, mais si je regarde ce qu'on a fait il y a 1 an, puis on regarde les moyennes de paiement mensuel, les gens peuvent sortir de leur véhicule qu'ils ont depuis 2 ans, puis reprendre une nouvelle pour à peu près le même paiement, plus ou moins. Au terme de la dévaluation, le volume est contenu par nos concessionnaires, donc tout ce qui revient, que ce soit un retour de location ou même dans le financement, les véhicules qui étaient financés au départ, les concessionnaires les reprennent. Les valeurs se maintiennent quand même, je dirais. Un véhicule de 2 ans et plus se vend quand même au-delà ou autour de 50 000. Les valeurs se sont tenues quand même. Étant donné que le volume n'était pas énorme, les valeurs se sont maintenues au fil du temps. Parce que là, évidemment, quelqu'un qui a acheté une voiture avec le 5 000 de rabais Conquête le mois passé, mais qui n'a pas bénéficié du 15 000 ben lui, sa voiture vient de perdre une valeur considérable là, par rapport à l'offre qu'il y a en ce moment. Là. Oui, mais aussi, si on regarde les canaux de vente, on est environ à 90 de location au moment où on se parle. Donc, les achats... Ah, quand même, OK. Le 20 000 va peut-être avoir une influence, là, mais la plupart des véhicules sont loués. OK. Comment est-ce que tu observes la vision, quelle est ta vision du marché dans le segment des véhicules électriques de luxe à ce moment? Parce que tu regardes l'ensemble de l'industrie et l'avenir est loin d'être rose. Là. Tu sais, on a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de défis. Comment vous l'entrevoyez? Surtout en considérant que là, vous avez des véhicules qui vont être fabriqués en partie du côté de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Là. Oui, évidemment, c'est une situation qui est très fluide, qui change pratiquement à chaque semaine. C'est quelque chose qu'on vérifie ou qu'on regarde de près, mais notre plan est quand même fait sur le long terme. Au niveau oui, il y a beaucoup plus d'offres qu'il y en avait aussi. Si on regarde il y a 1 an, le nombre de modèles qui étaient disponibles au niveau du véhicule électrique versus cette année, ça a pratiquement doublé de la part de tous les fabricants. Malgré ça, les ventes année à date sont en baisse, surtout au Québec à cause évidemment de l'incitatif qui a été mis en pause pendant 2 mois. Ça a eu une grosse incidence. Le marché du Québec a pris quand même une bonne partie de la baisse par rapport au reste du pays, dans l'électrique particulièrement. Forcément, surtout au mois de mars-avril. Mais le futur, nous, on le voit de la même façon. On lance la Polestar 4 qui s'en vient. Déjà, les commandes, les ventes de la Polestar 4 sont au-delà de nos attentes. Puis on a d'autres nouveaux modèles qui vont arriver, dont on a mentionné la Polestar 7 qui va être fabriquée en Europe. La Corée du Sud qui n'aura pas de tarif non plus pour la 4. Ouais. Pour nous, ça affecte pas notre plan à long terme. À court terme, oui, il y a des soubresauts, mais on regarde loin en avant. C'est surtout la Chine qui vous a fait mal. C'est surtout les tarifs de la Chine qui vous ont fait mal, parce qu'évidemment, ça devance la terminaison de carrière de la Polestar 2, j'imagine. Là. Oui. Évidemment, on aurait continué d'importer la Polestar 2 si les tarifs n'avaient pas été en place.
Par contre, on a encore espoir que le prochain gouvernement va reconsidérer sa position. Ah oui, hein? Puis être capable de peut-être permettre des fabricants jusqu'à un certain volume à entrer des véhicules sans tarif. On est toujours dans cet espoir-là que ça va changer rapidement. Alors, tu penses que le gouvernement canadien pourrait renverser la décision de tarif de 100% de véhicules électriques chinois? Vous avez des discussions avec eux ou? Oui, on a des discussions avec le gouvernement. Évidemment, on n'a pas, je ne voudrais pas commenter sur leur position, mais on est dans une situation où on souhaiterait. Ah oui, ça. J'imagine que vous le souhaitez. Ça, je suis pas inquiet là-dessus. Là, mais... Évidemment, on aimerait pouvoir rentrer un certain volume de véhicules sans tarif, sans pouvoir avoir un effet sur les travailleurs automobiles du Canada. On comprend la démarche. Certains, si un BYD, par exemple, arrive au Canada, un fabricant de masse, ça aura un impact, mais un Polestar qui rentre quelques milliers de véhicules par année n'a pas un gros impact sur le marché total canadien, on s'entend. Non, effectivement, c'est un peu le même principe avec BMW qui voulait amener des Mini électriques. Ça arrivera pas, mais c'est pas Mini qui va chambouler le marché de l'automobile, là, c'est sûr. Exact. Question peut-être un peu curieuse. On sait qu'actuellement, dans le marché de l'occasion, c'est très difficile de liquider des Tesla. Que faites-vous avec toutes les Tesla que vous prenez en échange? Ben, en fait, étant donné que notre promotion n'est pas basée sur uniquement de donner le véhicule en échange, si tu en es propriétaire, puis tu en restes propriétaire ou tu la vends toi-même, ben le rabais s'applique quand même. Donc, sur le 50% dont je parlais tantôt, on reprend probablement la moitié en échange. La balance, les clients soit conservent le véhicule ou décident de le vendre eux-mêmes. Mais vous avez quand même des Tesla d'occasion dont il faut vous défaire, ce qui est tout un défi de ce temps-là. Là. Oui, c'est un défi, mais par contre, justement, j'étais avec le concessionnaire de Montréal ce matin, puis il m'a confirmé que ça va bon train. Là. C'est pas un obstacle, au contraire. C'était pour t'offrir 5 000 pour une Polestar, pour une Tesla Model 3, là, si jamais vous en avez une. On y va au plus offrant. Hugues, j'ai une petite question pour toi. Tu étais au concessionnaire ce matin. On sait que la Polestar 4 vient d'arriver en exposition. C'est quoi les premiers commentaires sur l'absence de lunettes arrière de ce véhicule-là, le pouls un peu là, que tu as pu tenter là, des clients? Ben, à date, les clients, c'est certain que sur un essai routier qui dure 20 minutes, c'est un ajustement. Mais sur les gens qui l'ont essayé à plusieurs reprises, c'est très positif. Ouais. C'est positif sur le feeling de la cabine. Quand tu es installé à l'arrière du véhicule, ça donne l'impression d'avoir plus d'espace. Donc, la lunette arrière ou la caméra fait que oui, les premières minutes, ça demande un ajustement versus un véhicule conventionnel, caméra conventionnelle. Ouais. Mais avec le temps, l'habitude s'installe. Les gens s'habituent. Oui. C'est juste les gens qui ont des entreprises de vitres teintées qui sont pas contents parce qu'ils vont faire moins de sous. Parce qu'à part ça, il n'y a pas beaucoup de désavantages. C'est ça. Puis si tu regardes un véhicule conventionnel, tu regardes les designs des véhicules aujourd'hui, puis la lunette arrière, avec les appuis-têtes, tu vois pratiquement rien. C'est de plus en plus petit. C'est de plus en plus petit, ouais. Non, ben on pourrait d'ailleurs dire ça de la Polestar 2, qui est une voiture où la lunette a une forme particulière, puis effectivement, il y a 2 gros appuis-têtes. Tu regardes pas souvent là. C'est aussi drôle que ça puisse paraître, là. C'est comme une vieille habitude de regarder vers l'arrière. Je sais, mais ça prend quand même, une adaptation. Pour avoir conduit la Polestar 4, le prototype, puis une deuxième fois après, c'était sur des circuits fermés, puis c'était plus facile. Mais après 1 heure, là, tu commences à t'habituer au système de caméra, puis c'est juste la vieille habitude que nous autres, on a. Je pense que les nouveaux acheteurs l'ont moins. Nous, de faire nos angles morts, de regarder vers l'arrière et de pas dépendre de tous les systèmes du véhicule, ça surprend, mais après ça, on s'habitue. Bon, puis on verra. On dire la même chose des miroirs extérieurs en Europe, qui sont dans certains des caméras éliminés.
Reste à voir si les gens vont déneiger leurs pas de lunettes arrière l'hiver. Ça, c'est une autre histoire. Il devrait. Faut pas laisser de barre de neige dessus. C'est ça. Il va y avoir un débat là-dessus. Hugues, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis évidemment, 24 000 $ de rabais sur une Polestar 2 dont le prix débute à quoi? 58 000 à peu près, avec les frais de transport, là. C'est quand même un rabais colossal. C'est toute une voiture pour le prix que ça coûte en ce moment. Je trouvais ça peut-être important d'en parler parce que actuellement, il y a quand même des chasseurs d'aubaine dans l'industrie, puis comme tout coûte extrêmement cher, quand on flague des bonnes aubaines, ça peut être un moment intéressant. Mais il faut quand même rappeler que ce sont des voitures qui ont été fabriquées en fin d'année 2024, avant évidemment que le tarif de 100% soit imposé, c'est ça, hein? Exactement, oui. OK. Merci beaucoup, Hugues, d'avoir pris le temps. Et puis, on se reparle le mois prochain quand vous allez rajouter un autre 10 000 $ sur la voiture. Merci à vous. Okay. Merci, bonne journée. Bye. Au revoir. Au revoir. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, je sais pas si ça te tentait d'être temporairement président de Polestar Canada. Pourquoi pas? Mais écoute, ça signifie probablement une augmentation de salaire. Là, je suis pas sûr, mais bref, tant mieux si ça te fait plaisir. Mais en attendant, tu vas nous parler d'une Volkswagen, non pas d'une Polestar. Et d'une Volkswagen qui m'a toujours fasciné. Parce que ça illustre à quel point, à une certaine époque, chez Volkswagen, on avait des idées, mais complètement champ gauche. Là. Oh là oui, effectivement, tu fais bien de le dire. Au début des années 2000, Volkswagen embarque dans un nouveau défi, aller rivaliser avec Mercedes sur le terrain du luxe. Ouais. La Passat W8 était la première brique de ce chantier pharaonique qui n'ira nulle part. Bon, dans quel contexte est arrivée cette Passat-là? Alors la décennie 70 est compliquée pour Volkswagen. D'un côté, la Beetle se vend encore très bien, mais le moteur refroidi par air en position arrière commence à faire vieillot. Ouais. Et la compagnie ne semble pas savoir comment faire face à une concurrence qui se modernise à grande vitesse. La solution viendra de l'achat d'Auto Union en 1964 et de NSU en 1969. À partir de 1973, Volkswagen lance son offensive traction avant avec les Passat, Golf, Sirocco. Voiture du renouveau, la première Passat repose sur les soubassements de l'Audi 80 B1, qu'on a connu en Amérique du Nord sous le nom de Fox, en 1972. Au fil des années, cette gamme gagne en taille et reçoit des moteurs de plus en plus puissants, dont le fameux VR6 à partir de la 3e génération. Ouais, puis il faut souligner que les premières générations de Passat n'ont pas été vendues au Canada. Les Américains l'ont eu sous le nom de Volkswagen Dasher. Et Quantum. Et Quantum, effectivement, par la suite. Mais nous, on a attendu en 1989 avant que la Passat arrive chez nous, là. Alors, parle-nous de ce fameux moteur VR6 parce que c'est à ce moment-là que on s'est illustré un peu sur le marché américain. Tout à fait. En 1991, la marque de Wolfsburg présente son 6 cylindres en V rapproché. L'architecture n'est pas nouvelle puisqu'elle a été inventée en 1915 par Vincenzo Lancia, fondateur de la marque portant son nom. Mais Volkswagen l'a remis au goût du jour pour pouvoir installer un moteur de forte cylindrée dans ses modèles compacts, Golf, Jetta et Corrado. L'ouverture du V entre les deux bancs de cylindres est de seulement 15 degrés, contre généralement 60 voire 90 degrés dans un V6 classique. Les avantages d'une telle disposition sont la réduction de l'encombrement, quasiment similaire à celui d'un 4 cylindres, et l'utilisation d'une culasse unique contre 2 dans un V6 conventionnel. Les inconvénients de ce choix technologique sont par contre une gestion compliquée des échanges thermiques ainsi que des compromis dans le dessin des têtes et des tubulures à cause de la compacité de l'ensemble. Mais ce moteur, dans ses différentes configurations, il y aura même un VR5, s'avère populaire à travers le monde. Alors Volkswagen ne compte pas s'arrêter là. Bon, il y aura aussi eu des moteurs W chez Volkswagen. Alors oui, l'architecture des moteurs en W n'est pas non plus nouvelle, mais c'est Ferdinand Piëch, président du groupe Volkswagen depuis 1993, lui-même qui décidera de l'utiliser. Il faut pas oublier que Piëch est ingénieur de formation. Il s'agit d'une évolution logique des blocs en V rapprochés puisqu'elle correspond à l'assemblage de 2 VR à 72 degrés d'ouverture. On trouve ainsi 4 rangs de cylindres avec seulement 2 culasses. La première application publique sera un W12 installé dans un concept, justement nommé W12 Synchro, présenté au Salon de Tokyo 97. Les premiers concepts Bugatti, suivant le rachat de la marque en 98, auront même droit à des W18 de 6,3 litres, soit 3 rangs de VR6, avant que les ingénieurs ne choisissent d'utiliser un W16, soit 2 rangs de VR8,
Pour la Chiron, à partir de 2001, plusieurs modèles du groupe Volkswagen pourront être équipés d'un W12 de 6 ou 6,3 litres. Qu'est-ce qui fait que Volkswagen veut aller jouer dans les plates-bandes de Mercedes-Benz, considérant qu'il y a aussi Audi là, dans le catalogue? Absolument. Et c'est le lancement de la petite Mercedes classe A au Salon de Francfort 97 qui met Ferdinand Piëch dans tous ses états. Si Mercedes-Benz descend en gamme pour concurrencer Volkswagen, eh bien Volkswagen montera en gamme pour aller concurrencer Mercedes. C'est littéralement une guerre d'ego, là. Exactement. Et c'est ainsi que naîtra l'extravagant projet du VW 611 qui deviendra la Phaeton, future concurrente des Mercedes Classe S et BMW Série 7. Ouais. Mais en attendant, il va falloir habituer la clientèle à payer le gros prix pour acheter une voiture du peuple, c'est le nom de la marque. Ben ouais. Peut-être qu'une super Passat pourrait faire l'affaire. Mais pour cela, pas question d'utiliser le V8 de 4,2 litres déjà vu chez Audi, celui-ci ne rentrant pas sous le capot de la Passat au dire des ingénieurs. C'est ainsi que Volkswagen va développer une version 8 cylindres de son W12, ainsi donc composée de 2 VR4 reprenant les mêmes codes de course et d'alésage. D'une cylindrée de 4 litres, ce bloc est compact, 420 mm de long et léger, 193 kg grâce à un allage d'aluminium et de silicium. Il est doté d'un vilebrequin à maneton décalé, 2 culasses à 4 soupapes par cylindre, d'une injection Bosch Motronic ME 7.1 et de 2 arbres d'équilibrage qui tournent 2 fois plus vite que le vilebrequin afin de réduire les vibrations. En configuration nord-américaine, il délivre 270 chevaux et 273 livres-pieds de couple, autorisant une vitesse de pointe de 250 km/h, auto-limitée et un 0 à 100 en 6,8 secondes. Ce qui est pas particulièrement impressionnant, là. Non, mais c'est pas mal. Bon. La Passat W8 arrive en Amérique du Nord à quel moment? La Passat de 5e génération a été présentée en Amérique du Nord pour le millésime 98 et a reçu un hostillage pour le millésime 2002. C'est là que Volkswagen en profite pour dévoiler la W8. Ouais. En plus de son moteur exclusif, elle bénéficie en série de la transmission intégrale 4Motion à différentiel Torsen, d'un châssis renforcé, d'une meilleure insonorisation, d'un réservoir d'essence de 80 litres au lieu de 62 de série, de 4 sorties d'échappement, de l'ABS, de phares Big Xenon, de roues de 16 pouces, d'un intérieur en cuir. On a mis la totale. Ah oui. C'est une Passat GLX++. Ouais. Encore les sièges électriques et un système de son Monsoon à 8 haut-parleurs. Elle offre le choix entre une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et une automatique à 5 rapports Tiptronic. Fascinant là, qu'on soit capable d'avoir un choix de transmission en plus avec ce moteur-là. Cerise sur le sundae. Une variante familiale est aussi proposée. Exact. Et tout ça s'annonce très bien et Volkswagen prévoit d'en écouler 5000 exemplaires annuellement entre les États-Unis et le Canada. Mais l'accueil face à ce nouveau modèle est plutôt froid. Pour commencer, la W8 ne se distingue guère à l'extérieur de ses cousines 4 ou 6 cylindres. Ensuite, elle est proposée au Canada à 53 400 $, soit près de 10 000 $ de plus qu'une V6 4Motion et presque 24 000 $ de plus qu'une Passat de base. Trop cher. Alors certes, la concurrence désignée, Audi A6, BMW 540, Jaguar S-Type, Lexus GS 430 et Mercedes E500 est sensiblement plus dispendieuse, mais offre plus de puissance, plus de prestige, une expérience de conduite plus enivrante et une meilleure valeur de revente. C'est ce que Piëch a jamais compris essentiellement, c'est-à-dire que le prestige et le nom Volkswagen, ça va pas ensemble. Et voilà, parce qu'en fait, il y a aussi les autres concurrents ont l'absence d'un logo que l'on retrouve sur une Golf à 18 000 $. Ouais, c'est ça. Et enfin, le W8 n'impressionne personne par son caractère et il s'avérera plus tard d'un entretien difficile et cher, ainsi que d'une fiabilité en dessous de la moyenne. Autant dire que les clients ne se pressent pas en concession. Bon, W8, évidemment, ça aura été le temps que d'une année modèle ou à peu près. On n'en a pas vendu longtemps. Là. Et non, effectivement. Le coup prétombe en septembre 2004. La production de la W8 est arrêtée après seulement un peu plus de 11 000 exemplaires pour le monde entier, dont 4 931 exemplaires écoulés aux États-Unis et au Canada en moins de 3 ans, la W8 étant arrivée en cours de millésime 2002. Les plans pour utiliser ce moteur dans d'autres modèles, dont la Skoda Superb en Europe, cousine de la Passat, et une éventuelle Golf R40 sont annulés. Et la Passat restera le seul modèle du groupe à en avoir bénéficié. Audi refusera de l'utiliser et même la Phaeton fera appel au V8 classique. Avec l'échec de la Phaeton, la vision de la montée en gamme de Piëch tombera à l'eau dans un splash retentissant et coûtera au groupe plusieurs milliards de dollars. Conclusion, il ne fallait pas s'attaquer au règne de la catégorie pour se retrouver avec des actionnaires pas satisfaits.
Tu l'as écrit à quelle heure, ça, cette ligne-là? En très, très tôt dans le matin. Faut pas oublier non plus, dans cette période-là, on avait un Touareg V10 TDI aussi. Qui était une merveille absolue. Qu'on vendait à 85 000 à l'époque. Alors, tu sais, chez Volkswagen, là, la voiture du peuple, là... Non. Moi, je l'avais conduit, la W8 à l'époque, et effectivement, tu te dis là-dedans, ça va être le fun, format réduit. C'était pas si impressionnant. Pas du tout. C'était pas si impressionnant. Non, moi, j'étais resté sur mon appétit. C'est sûr clairement. Qu'aujourd'hui, en trouver une, c'est une super curiosité. Oui. Mais bon, évidemment, c'est de l'entretenir, comme tu disais, puis c'est de réussir à convaincre quelqu'un de jouer là-dedans, parce que ça prenait des pinces à cils pour ouvrir le capot, là, littéralement. Oublie ça. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Antoine, cette semaine, pour la portion essai, t'as pris le large avec le Lincoln Navigator. Effectivement, excellent jeu de mots, Louis-Philippe, fallait le souligner. Bon, alors on s'est déplacé du côté du sud de la Californie pour aller mettre à l'essai un véhicule qui pourrait pas être plus américain. Là. Le Navigator est arrivé essentiellement sur le marché en fin d'année 97 comme modèle 98. Et j'ai d'abord eu une discussion avec les gens de Lincoln sur l'histoire du produit. Parce que, pour moi, Lincoln, et depuis des années, le problème ne se situe pas au niveau du produit, mais au niveau de l'image de marque. Et quand tu parles aux gens de Lincoln, on dirait qu'on le voit pas, ça. Ouais. C'est vraiment, là... D'abord, et puis, tu sais, loin de moi l'idée de vouloir discréditer qui que ce soit. Mais ce sont toutes des soccer moms qui travaillent chez Lincoln. T'as pas l'impression que ces gens-là voient le marché de la même façon que leurs équivalents chez General Motors ou chez Stellantis. Je pense que Lincoln s'est assis longtemps aussi sur le marché asiatique. En Chine, c'était tellement populaire pendant très longtemps. Ouais, mais encore là, écoute, on n'a pas fait grand-chose après. La vérité, c'est que tu regardes le line-up chinois, puis tout ce qu'ils ont de plus que nous, c'est une Lincoln Zephyr qui est une voiture un peu générique qui se vendrait pas ici de toute façon. On dirait que c'est un symbole là-bas plus qu'ici. Tu sais, c'est comme Buick, Lincoln, mettons, tu sais, Buick là-bas, ça fonctionne pour des raisons culturelles, mais ici, c'est difficile. J'ai pas le choix d'admettre que, bon, Lincoln va quand même un peu mieux qu'il y a quelques années, que le Nautilus a permis d'aller chercher beaucoup de nouveaux clients, mais je suis revenu à la base en leur disant, si vous avez réussi à aller chercher des clients avec le Nautilus, c'est juste parce que c'est un produit réussi. C'est pas parce que l'emblème attire. Il y a des gens qui vont aller acheter des Mercedes-Benz puis regarderont même pas le produit. Ils veulent l'étoile sur leur clé. Ils veulent l'étoile sur la calandre. Puis le produit peut être bien ordinaire puis il va se vendre pareil. Mais chez Lincoln, ça te prend un produit vraiment convaincant pour le vendre et les gens vont acheter le véhicule bien avant l'image de marque. Et je pense que c'est ce qui a fait en sorte que le Navigator a vu ses ventes dégringoler. Parce que lorsqu'on l'a lancé en 97 comme modèle 98, on a vendu 44 000 Navigator la première année sur le marché américain. Là, c'était du stock. Là. Même Lincoln ne s'attendait pas à un tel succès. C'était un succès même eux, ils étaient comme « What? » Et pour vous donner une idée, jamais on a réussi, depuis 98, à aller rechercher ne serait-ce que ce qui ressemble à ce niveau de chiffre-là. Les ventes ont été en pente descendante dès la deuxième année. On a vendu à peine 15 000 unités du Navigator sur le marché américain l'année passée. Et Cadillac, en combinant l'escalade ESV, l'escalade IQ qui est arrivée récemment, ben on vend à peu près ce que Lincoln était capable de vendre dans son année record, avec un Escalade qui, évidemment, s'est émancipé. On propose une version V super performante. On en a fait des pick-up à une certaine époque. Tu sais. Bon, alors, ça prouve à quel point Lincoln avait une idée de génie, mais n'a pas su l'exploiter. À tel point qu'ils ont même déstabilisé Cadillac, qui a sorti son Escalade en 99 mais à l'arrache. Et le premier Escalade, c'était un Yukon replâtré à la va-vite. Là. Mais c'était un Yukon avec des badges Cadillac. Mais
mais 5 ans après, Cadillac dépassait Lincoln et depuis, Lincoln n'a jamais été capable d'aller rechercher des parts de marché. Alors là, tu as plusieurs nouveaux joueurs qui sont arrivés depuis. Infiniti avec le QX, on rigole, mais on en vend quand même. Puis l'an dernier, au Canada, on vendait à peu près le même nombre de QX que de Navigator. C'est pas drôle. Lexus LX est là depuis quelques années. Le deuxième joueur en importance, les gens l'oublient, mais dans ce segment-là, c'est le Range Rover. Bien sûr. Alors, au premier rang, tu as le Cadillac Escalade, après tu as le Range Rover. Et Lincoln a décidé de prendre l'avenue du luxe et du confort en mettant complètement de côté l'aspect sportif ou l'aspect contemporain. C'est correct, c'est une carte que vous avez voulu jouer. On a amené cette année comme nouveauté l'édition Black Label qu'on vend depuis 10 ans aux États-Unis. C'est du crémage supplémentaire, c'est du cuir plus joli, c'est des roues de 24 pouces, une finition de cuivre à l'extérieur. Bon, mais grosso modo, c'est juste du crémage. Et on nous a vanté le mode Rejuvenate où tu peux relaxer à bord du véhicule en te faisant masser avec des parfums, avec des images, de la musique, de la ventilation. Quand le véhicule tourne au ralenti, mais qui est immobilisé. Alors, on nous a vanté ça. On nous a vanté un paquet de bébelles. L'écran, effectivement, que c'est un game changer, que c'est un élément qui risque de convaincre. J'ai beaucoup aimé le haillon qui s'ouvre en 2 parties. Façon Range Rover, c'est une bonne idée. Mais est-ce que tu révolutionnes le marché avec ça? Non. Et jamais on nous a parlé de la motorisation. Il a fallu poser des questions pour avoir quelconque réponse. Et là, on parle du 3.5 EcoBoost, 440 chevaux, 510 livres-pieds de couple. Ben, c'est un gros avantage par rapport à GM qui a encore un vieux 6.2, qui a moins de puissance, qui a moins de couple, qui consomme plus. Un Lincoln Navigator, en plus, ça roule à l'ordinaire. T'es pas obligé de le rouler au super. C'est un maudit avantage quand tu roules à 14 litres au 100, là. Tu sais, à 25 sous de plus le litre, moi, j'ai fait le calcul, sur 20 000 km sur une base annuelle, tu as sauvé 750 piastres de plus d'essence. Mais les gens qui ont les moyens de se payer un Navigator... Tu vas me dire qu'ils s'en fichent, mais c'est 700 $ de plus que tu mets dans tes poches. Après ça, tu n'as pas de taxe à la cylindrée comme chez Cadillac. Bon, c'est quand même un produit très convaincant, mais on dirait qu'on veut pas faire l'effort de mettre un peu d'emphase sur l'image de marque. Alors... Bon, évidemment, puis là, ben, le prix est conséquent. Ça part à 127 495, pas d'option pour un Navigator de base. Puis si tu veux du Black Label, t'es à 150 495 et t'as pas encore rajouté 4 000 $ pour avoir la version allongée. Ce sont des prix faramineux. Il y a même quelqu'un qui, à mot couvert, m'a dit chez Lincoln, ben pas à mot couvert, en fait, un des ingénieurs chez Lincoln qui me disait, de toute façon, on roule à pleine capacité, on serait pas capable d'en vendre plus. Permettez-moi d'en douter, parce qu'au truck plant où on fabrique ce véhicule-là, si on est capable de faire plus de Navigator au détriment de F-150 Excel, on va le faire. On s'entend-tu? Il n'y a rien de plus payant au monde que de vendre un véhicule comme ça. Sont pas les mêmes, là. J'ai trouvé que l'évolution était très intéressante dans la mesure où tu veux un véhicule super confortable avec beaucoup de crémage puis de technologie. Mais j'ai aussi trouvé qu'il y a un truc qu'on n'avait pas encore compris chez Lincoln. Il faut travailler sur l'image de marque. Pour moi, c'est l'élément qu'il va falloir régler. Alors voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Louis-Philippe, tu y seras pas parce que tu vas être en lancement de presse. Oui, pour le nouveau GV70 de Genesis. Qui est pas si nouveau que ça, là, mais si ça te tente d'y aller, il n'y a pas de problème. On se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.